Est-ce que les combattants de MMA doivent quoi que ce soit aux fans? On avait prévu de parler de ça dans ce podcast sur deux plans. Le plan des choix de carrière, Cédric Doumbé, et sur le plan du divertissement, Belal Mohamed. On va commencer par Cédric Doumbé. S'il te plaît, s'il te plaît. Parce qu'on avait prévu de prendre cet angle-là, et entre-temps, il y a eu le choix de carrière de Cédric Doumbé qui est tombé. Alors, je pense que ça sert même à rien de le dire ici, parce que au moment où la vidéo sera sortie, tout le monde l'aura vu, tout le monde en aura entendu parler, tout le monde aura déjà écouté les 18 vidéos qui sont sorties dessus. On est à la ramasse. Nous, notre train, il est très très lent, mais on va tout de même en parler. Donc, première chose, quel est ton sentiment général par rapport à cette annonce? Ouah, c'est sentiment très, très, très mitigé, très mitigé. Euh, du coup, c'est une question éthique en fait. Pour moi, le vrai débat ici, c'est pas de savoir si c'est bien pour lui, si c'est pas bien pour lui ou pas. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est est-ce que ce qu'il a fait est correct ou pas. Voilà, moi c'est plutôt Hmm. avec ça où je me sens pas super à l'aise parce qu'au final, on est d'accord, c'est sa vie. Voilà, c'est pour moi, je crois qu'on va mettre les choses au clair. C'est il fait ce qu'il veut de sa vie. Au final, c'est pas à nous de dire tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et dans ce sens-là, il nous doit rien. Mais d'un Mhm. point de vue éthique, simplement d'un point de vue moral, le fait que bon, sa vie est définie par les personnes qui payent. S'il n'y a pas de personne qui paye, voilà, tu peux être le meilleur combattant du monde si personne ne va te voir, il y a enfin, tu gagnes pas d'argent, c'est aussi simple que ça. Et donc du coup, les gens qui payent pour le voir, euh, ben, sont d'une certaine manière peut-être pas tous des fans, mais au minimum des fighting enthusiasts, on va appeler ça comme ça si tu veux. Et donc du coup, le fait que les gens soient disposés à faire ça pour lui, euh, je crois qu'il y a comme une sorte de, je sais pas si on peut appeler ça un devoir moral, mais j'ose de pas prendre les gens pour des cons. Pour Mhm. rentrer directement dans le sujet, le fait qu'il ait fait une vidéo, qu'il ait dit que les gens allaient pouvoir décider de où il allait, et on sait tous que les gens n'ont pas décidé le PFL, euh, et que et qu'ils disent, enfin qu'ils mentent en fait. Il a dit Mhm. même dans sa nouvelle vidéo, donc il a sorti une nouvelle vidéo qui va certainement être vue énormément de fois. Il dit certaines choses comme quoi il y a des choses sur lesquelles on peut douter, ou c'est une zone grise. Donc, par exemple, il dit il y a 20% des gens qui ont voté pour le PFL. Même 20% des gens, je trouve ça chaud. Il dit qu'il y a 70% pour l'UFC, 20% pour le reste. Et si jamais c'était pour faire ça, bah pourquoi c'est pas transparent en fait? Pourquoi est-ce que tu ne montres pas juste le score et Mhm. voilà. Donc ça c'est un. Deux, le fait que enfin, il y a eu plein de moments malaisants où il a même dit, il dit, je parle, j'assume. Bah non, du coup, non, bah non, tu t'assumes pas. C'est ça le truc, c'est ça qui me met mal à l'aise, c'est que même dans la deuxième vidéo, il dit ça, et donc je me dis, euh, ou alors j'ai mal compris l'expression, je sais pas, mais moi quand quelqu'un dit je parle, j'assume, il a dit vous allez pouvoir choisir, il a dit que c'était le meilleur, qu'il se battait contre, enfin enfin, on l'a déjà dit dans le Mhm. podcast précédent, et donc moi ce qui me met mal à l'aise, c'est pas son choix, c'est vraiment pas le fait. Il aurait, en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'on peut voir la différence entre la manière dont réagissent les gens à l'étranger et les francophones. Mhm. Et je pense pas du tout que ce soit culturel. Il y a peut-être une partie qui influence, mais je crois pas que ce soit tout. En fait, pour vous dire un truc, c'est que tant sur le profil de Doumbé que sur les profils de médias comme La Sueur, comme sur même le PFL, les gens, mais ils sont en train de le détruire au niveau des commentaires. Et c'est je descends du train, c'est à trop parler, etc., etc. Et cetera. Et donc du coup, alors que les anglophones, pas du tout. Les anglophones disent waouh, bien joué au PFL de l'avoir pris, c'est un bon combattant, etc. Et en fait, pour moi, la grosse différence, c'est ça, c'est que si Doumbé avait fait une vidéo en disant, écoutez les gars, j'ai vraiment envie de rentrer à l'UFC avec toutes les armes, d'avoir de l'expérience, et j'ai pas envie de rentrer directement. J'ai envie de commencer par une fédération qui est un peu plus petite et Mhm. essayer de tester ce tournoi et de voir ce que je vaux. Et si jamais ça vaut la peine, ben, d'aller à l'UFC. Je crois que beaucoup de gens auraient dit waouh, on te soutient, mec, courage. Ouais. Enfin, comme au MMA-GP, au final, le MMA-GP, on le regarde pour lui. Enfin, j'aurais jamais regardé le MMA-GP s'il n'y avait pas Doumbé dedans. Donc, du coup, c'est ça où je me sens mal à l'aise. C'est pas son choix. C'est simplement le fait qu'il ait pris les gens pour les cons. Euh, Mhm.
Et donc là, maintenant, euh, il peut faire ce qu'il veut, il peut choisir la fédération. Et même, moi, ça, c'est d'un point de vue personnel, j'aurais soutenu la démarche de dire je vais au PFL pour telle raison et je vais aller essayer d'aller au UFC, etc. Et vraiment, j'aurais encouragé, j'aurais mis un beau commentaire. Mais là, du coup, je me suis restreint, quoi. J'ai juste dit, voilà, je vais pas commenter parce que si je vais mettre un truc, c'est pas beau. C'est juste, on l'avait déjà dit dans le podcast d'avant, c'est Ouais. 100% CDC et au final, j'ai écouté personne. Donc voilà. Ouais, après, enfin voilà, effectivement, c'était anticipable. Je pense que là, on va pas se jeter des fleurs, mais toi, tu avais notamment bien lu le fait que son sondage, c'était pour utiliser ça à des fins de négociation derrière, en disant, je sais plus ce qu'il a dit, 170, 180 000 Ouais. Il a dit qu'il a montré à sondages, Dana, hein. Il voilà, a dit qu'il a qui montre montré à Dana ça White. à Dana White et que Dana White lui a quand même proposé un 20 plus 20. Donc, j'ai l'impression que je vais juste te répéter. Moi, sur son plan de carrière, en fait, les fans, ils n'ont rien à dire. C'est son choix, c'est sa vie, ce sont ses objectifs. Si pour lui, l'argent a plus d'importance que d'aller se montrer à l'UFC, ça peut amplement se comprendre. Je pense que si tu fais un sondage en ligne en disant est-ce que tu préfères gagner beaucoup plus au PFL ou aller à l'UFC et gagner beaucoup moins, il y a beaucoup qui vont voter sur la première option. Donc à ce niveau-là, tout est compréhensible, mais je te rejoins amplement. En tant que fan, tu dois respecter les choix de carrière, tu dois respecter les choix des athlètes. Mais en tant qu'athlète, quand tu t'exposes en communication au grand public en utilisant certaines démarches, bah, tu te mets aussi en position de te faire critiquer derrière si tu manques d'éthique ou de morale, comme tu viens de le souligner. Et donc ici, je pense que c'est aussi dans notre droit ouais, de pas être super content sur la démarche. Sur le choix, encore une Ouais. fois, moi, je respecte. D'autant plus que, comme tu le dis très bien, c'est peut-être une façon pour lui de se dire, OK, je viens du MMA GP, j'ai affronté aucun athlète classé. Si je fais le grand pas à l'UFC, je risque de pas, enfin voilà, je risque de me faire éteindre dans mon premier combat. Le PFL est une promotion intermédiaire. Il y a du très très bon niveau. Je suis allé voir les noms qu'il y a dans le tournoi welterweight du PFL. Il y a des très très solides combattants. Ça va pas être facile, mais clairement c'est pas le niveau de l'UFC. Donc c'est une bonne entrée en matière, un bon amuse-bouche pour lui. A priori, de ce que je comprends, donc là il rejoint le tournoi pour 1 million. C'est 4 combats sur l'année. Tu as 2 combats dans la saison régulière. Tu gagnes des points selon le résultat et selon la façon dont tu gagnes. Et si tu es dans le top 4 sur a priori 10 athlètes, après 2 combats, tu rejoins le tournoi, demi-finale, finale, et en cas de victoire, tu es à la fois champion et tu gagnes le million. Alors attention, attention, très important. J'ai vu un contrat PFL, puisque j'ai signé une athlète dans un tournoi PFL. Ah, Tu gagnes le tournoi, tu gagnes pas 1 million à ce moment-là. Tu gagnes 1 million moins ce que tu as gagné dans tes combats précédents. oh, ok, ok, ok. Donc oui, tu gagnes 1 million sur ta saison. Alors peut-être qu'il a négocié différemment, parce que là j'ai vu une news comme quoi il a négocié 140 000 dollars par combat, mais Ouais. ce sera pas 3 fois 140 000 plus 1 million. S'il gagne, c'est 3 fois 140 000 Non, bah, 4 fois, c'est plus la combien, hein? différence. C'est Ouais, 4 fois, non? c'est 4 combats, mais tu partirais du principe que les 3 premiers combats, tu gagnes 140 000 et que la finale, si tu perds, tu prends 140, tu gagnes, tu prends 1 million. En fait, la réalité, c'est que c'est 140, enfin, ça dépend, parce que moi, le contrat que j'avais, c'était, tu augmentes à chaque fois. Tu prends une prime au premier combat, plus une prime de victoire. Deuxième combat, ta prime est plus élevée qu'à ton premier combat, etc., etc. Et puis, ta finale, je pense que nous, on tombait sur, si tu gagnes la finale, tu es à 800 000 dollars parce que sur les 3 premiers combats, tu avais déjà pris 200 000. Donc voilà, Ah, petite précision que peu de gens savent. intéressant. J'ai pas signé de NDA, donc moi j'ai vu le contrat et j'ai le droit de dire ça publiquement. Trop cool, trop cool. J'aime bien ce petit insight. Mais du coup, alors, si on fait 140, il disait que c'était 7 fois plus que ce que lui offrait l'UFC. Bon, je sais pas si c'est 140 plus une prime de victoire à 140 aussi. C'est 140 plus 140 ou comment ça se passe? Ça, j'ai pas l'info. J'ai pas l'info ici. Parce que techniquement, alors les calculs sont pas bons entre guillemets. Parce que Mhm. si on fait 140 pour la participation
Ensuite, 140 pour la victoire, ça ferait 280. Mhm. Et 280 fois 4 combats au total, ça fait plus que le mien. Ouais. Donc, à mon avis, c'est 140 sans prime. Je sais pas du tout. Je sais pas, là, c'est toi qui sais, mais je veux C'est valider. les deux se négocient. Moi, comme j'ai toujours dit, les primes de victoire, je sais pas si je suis pour en MMA, pour la bonne et simple raison que tu rentres dans une cage, t'as pas envie de perdre, t'as envie de gagner. C'est Non, ça. mais c'est vrai. C'est gagner, ça t'avance dans ta carrière. Perdre, c'est peut-être une blessure, un KO, c'est humiliant. Tu vas te faire avoir par les réseaux et tout ce qui s'ensuit. Donc, en MMA, peut-être encore plus que dans d'autres sports, en tout cas dans les sports de combat, l'envie de gagner, elle est énormissime. C'est ça. Donc, une prime de victoire va pas te motiver davantage à performer. En revanche, une prime de finish, ça c'est autre chose, ça te J'aime bien le pousse un système peu plus d'arrest, justement, à... là-dessus. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, Mhm. typiquement, moi, je kiffe ce système de tu gagnes, tu perds, tu as la même prime, mais tu as un bonus pour le finish, et puis tu as des petits bonus dans le vestiaire en cas de victoire à la décision, mais sur une très très belle performance. Ça, j'aime bien ce principe. Donc ici, je Ouais. partirais du principe qu'il y a eu une négociation et que la négociation, c'est un forfait, victoire comme défaite pour Cédric. Mhm. Maintenant, comme je dis, hein, des exceptions, ça se fait. Peut-être que je me suis fait pigeonner quand j'ai relu le contrat et que la plupart des athlètes, ils prennent le million au moment de la victoire et c'est pas, enfin, leurs primes précédentes sont pas déduites. Je pense que j'ai reçu un contrat que quasi tout le monde reçoit et c'est comme ça Mhm. que ça fonctionne au PFL. Maintenant, évidemment, ce que j'apprécie du côté du PFL, c'est que eux ont adapté leur prime à Cédric Doumbé parce que Cédric mérite plus que monsieur, madame, tout le monde à 5-0. C'est ça. Ouais. Ouais. Bah, du coup, il y a eu quelques petits trucs assez intéressants dans la vidéo euh, et que je voudrais trop, enfin, j'ai trop envie d'avoir ton opinion. La première, c'est que avec un exercice de montage, et là, bah, moi, du coup, j'avais vu la totalité. Donc, en fait, il y a certains moments, il montre des extraits. Et la manière dont il présente le PFL, il veut nous le vendre plus que ce que c'est. Objectivement parlant, le PFL, c'est très bien. C'est pas une critique contre le PFL. Au contraire, moi, je suis super content que cette organisation vienne. Je serais encore plus content s'ils arrivent à racheter le Bellator. C'est pas du tout une critique contre eux. Je veux juste, euh, on parle pas du tout de la même chose entre le niveau du PFL et de l'UFC. Et même d'un point Mhm. de vue médiatique et poids, etc. C'est vrai, ils ont ESPN, mais on parle pas du tout de la même chose. Donc, Mhm. du coup, quand il disait ça, il y a eu certains moments qui m'ont un peu aussi mis mal à l'aise, on va dire, avec la vidéo. C'est que en anglais, ça s'appelle du cherry picking. C'est sélectionner certaines choses pour ne pas donner l'ensemble. Et donc, en fait, par exemple, il a pris une interview de la sueur, enfin, un podcast de la sueur, mais c'est juste une petite partie, et aussi une autre de Pugilia. Et en Mhm. gros, quand j'ai vu ces podcasts, et en fait, il prend juste, sorti de son contexte, quelque chose qu'ils ont dit, en disant, voilà, si je suis son manager, ben, je le ferai ça, mais il donne pas le contexte général, et pareil pour la sueur, où en fait, ils disent que c'est la meilleure organisation du moment, etc. Enfin, il y avait un contexte dans lequel c'était dit, et c'était pas du tout dit de cette manière-là. Et donc, c'est là où je me suis quand même dit, bon, je sais pas si c'est clairement, il y a eu une approbation de Doumbé à la fin, il va pas le publier comme ça, donc c'est pas juste le monteur. Et là, j'étais mal à l'aise du fait de dire, enfin, on sait tous que le PFL, c'est pas l'UFC, on a tous voté, entre guillemets, enfin, je l'ai pas voté personnellement, mais si j'avais dû voter, j'aurais voté UFC, et la majorité des gens, enfin, la grande, bien plus que 70%, je suis sûr, ont voté pour l'UFC. Donc, du coup, ça voudrait dire, en fait, que l'UFC aurait 70%, le PFL 20, et donc, il reste le Bellator Bellator 10. Eloane, ben, ouais, et non, Il n'y avait pas One, il y avait pas One dans les propositions. donc, qui aurait eu 10. Du coup, je sais pas, ça me met un peu. Moi, je doute vraiment de ça, quoi. Je sais pas pourquoi. Donc, en fait, il a même dit, en fait, il a lâché une autre info et je voulais savoir ce que tu penses. Il disait, bah oui, je serai probablement sur la carte avec Jake Paul. Bon, Jake Paul, je veux bien, mais il a jamais fait du MMA, donc du coup, je sais pas si c'est bien Ouais, pour la hype, mais ouais, Jake Paul, en plus, il a son combat contre Nate qui est prévu le 6 août. ouais. Ça m'étonnerait très fort qu'il prévoit un combat. Alors, encore une fois, Il a dit de possible. manière générale, hein, il a peut-être pas dit exactement pour ça, parce que Ah, il a dit, bah, tu t'imagines une carte avec ça, et il a dit avec Francis. Et donc je me dis,
Attends, il lâche une info là ou c'est quoi le truc que Francis, on sait pas encore, on s'imagine, mais c'est pas encore confirmé, donc enfin, je sais pas ce que Ouais, t'en penses. j'ai pas d'opinion là-dessus. Peut-être qu'il a grillé. Alors, ouais, l'imaginer sur une carte avec Jake Paul, si Jake Paul fait vraiment ses débuts en MMA, c'est possible à un moment de la saison. Ça serait Ouais. d'ailleurs très intéressant de la part de Jake Paul et du PFL de mettre Jake Paul sur la carte des finales en fin Mhm. d'année pour gonfler un peu la visibilité que ça donne au tournoi. Par rapport à Francis, il est peut-être au courant qu'il y a des négociations, que les négociations sont avancées. Je pense pas qu'il grillerait le morceau dans une vidéo qui est non improvisée. Enfin, je, Ouais, je pense que son interview, il parle et pour avoir fait un story poll comme tu as fait avec Cédric Doumbé, ouais. je sais qu'il est très bon pour délivrer un texte d'une traite et que ce soit ultra fluide et cohérent. Mais je pense que s'il avait grillé une info qu'il n'aurait pas dû dire, il aurait refait une deuxième prise, tu vois. Donc je pense pas que Ouais, ce c'est soit une sûr. information qu'on doit prendre en, en termes de news et qu'on doit confirmer quoi que ce soit. Mais je trouvais Euh, ça juste intéressant qu'ils mettent Francis dedans comme si c'était un fait, en fait. C'est ça mais que je trouvais ouais. cool. Mais en fait, maintenant je te rejoins parce que clairement là il envoie, il fait des, comment ça s'appelle ça en entrepreneuriat, des euh, name dropping. Ouais. Tu vois, Du name quand tu es dropping, dans, c'est quand tu lâches des noms, etc., pour ouais pouvoir c'est faire ça. gonfler un propos. Ouais. Ouais, c'est ça. T'es en réunion et puis tu parles de ton N+4 comme s'il avait approuvé ce que tu allais dire et ce genre de choses. Et là, je pense que c'est ça qu'il a un peu fait. Tu vois, il a fait du name dropping pour vendre le PFL au même titre qu'il a pris des extraits pour faire croire aux non-initiés que le PFL est peut-être plus gros que ce que c'est pour un peu se conforter dans son choix. Mais encore une fois, et ça, je rejoins ce que tu as dit plus tôt dans le podcast, s'il avait dit en toute transparence dès le début, genre voilà, moi j'ai une carrière à faire, j'ai un objectif, c'est d'être le meilleur. Être le meilleur, c'est prendre la ceinture à l'UFC, mais j'ai pas envie de me griller trop tôt dans ma carrière à me challenger face aux gars de l'UFC. J'ai besoin de me construire, et pour me construire, la première étape, c'est le PFL. Pourquoi le PFL? Parce que il y a du gros niveau qui va me préparer à l'UFC, et ça va bien payer. Si je gagne beaucoup d'argent au PFL, ça va permettre de mieux me préparer pour mieux performer à l'UFC. Ce genre de communication, qu'est-ce que tu veux dire à ça, tu vois? Tu serais dans le respect, tu serais à mort dans le soutien et voilà. Maintenant, comme on en a parlé dans le podcast précédent, chacun ses valeurs. Je pense que Cédric l'a d'ailleurs dit dans sa vidéo, il a repris un peu, la mentalité McGregor là-dessus. Tu me détestes, tu vas payer pour me voir perdre. Tu m'adores, tu vas payer pour, me voir gagner. Dans les 2 cas, tu vas payer pour regarder Mais et justement, là, j'ai un doute. Moi, j'ai un gros doute par rapport à ça. Et je t'explique pourquoi. C'est que je pense que McGregor pouvait le dire parce que c'était l'UFC. Les gens payent pour l'UFC. Parce que de toute manière, tu peux avoir quelqu'un d'autre qui peut sauver la carte ou n'importe, mais est-ce que les gens vont payer pour le PFL en voyant tous les commentaires négatifs? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a même un commentaire qui m'avait fait rire, c'est mec, même si je voulais te suivre, je sais même pas où ça se regarde. Ça quand même fait bien rire, ouais. tu vois. Donc, Bah, écoute, je vais répondre en toute transparence. Même les fans très assidus, il y en a très peu qui regardent le PFL en live. Moi, je suis les résultats de très loin. Euh, Après, voilà, je vais pas mentir, moi, je suis un grand fan du sport, mais je ne fais pas que ça. Comme la plupart des gens qui vont écouter ce podcast, voilà, j'ai un travail à côté, j'ai une famille. Si je commence à regarder tous les UFC, tous les Bellator, tous les ARS, tous les Cage Warriors, tous les PFL, je m'en sors pas. J'ai pas le temps de faire tout mhm, ça. Donc ouais. clairement, le PFL n'est pas sur ma liste de priorités. Euh, le fait que Cédric y soit, ça change rien à ça. Malheureusement, je, encore une fois, je supporte son choix en tant qu'athlète. Franchement, s'il considère que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, ça signifie que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui et on n'a rien à dire là-dessus. C'est le 8 juin ou le 14 juin, son premier combat au PFL. Je ferai un tout petit peu plus attention au PFL parce que je serai intéressé par le résultat, mais ça va pas me faire payer pour regarder en live. Il y aura C'est ça. probablement un UFC ce week-end-là. Ça veut dire qu'il y aura 12 combats à regarder ce week-end-là. Encore une fois, moi, je me concentre sur ce qu'il y a à l'UFC et sur les autres événements. Bon, le Cage Warrior, je commande, donc je regarde aussi. Ares, je regarde aussi en diagonale. En tout cas, je regarde que les combats qui m'intéressent et puis en diagonale les autres.
Et sur les autres promotions, je suis en mode, ok, si Twitter me dit de regarder ou si je vois une news sur quelque chose qu'il faut absolument regarder, je regarde, voilà, parce que j'ai eu l'info. Donc ici, clairement, le lendemain, je regarderai le combat de Cédric, mais je vais pas rester éveillé de nuit pour ça. Ouais, c'est ça. En plus, c'est à Atlanta. Donc, ouais, ouais, j'ai des doutes. En fait, quand il dit ça, je comprends pourquoi ce qu'il veut dire. C'est que c'est vrai que quand tu es quelqu'un de polarisant, bah, tu dis, OK, bah, ceux qui m'aiment vont payer, ceux qui me détestent vont payer. C'est la fameuse phrase. Mais le problème, c'est que les gens vont pas payer pour le PFL, quoi. C'est pas méchant, Hmm. mais faut vraiment être fan, en fait, pour se dire, OK, je vais voir Doumbé, mais tu vas pas vraiment absolument Ouais. voir tout un événement et payer ça pour voir qui perd, en fait. Ouais, regarde, c'est très simple parce que ici les gens vont, je sais comment ça fonctionne. Les gens aiment bien créer de la fausse haine. Ah, vous détestez Doumbé, blablabla. Je sais qu'on va avoir des commentaires comme ça. Euh, Donovan, je pars en Pologne demain. Il combat au KSW. J'ai pas mal de monde, dont le frère de ma femme, qui hier m'a demandé, ah, comment est-ce que je peux regarder? Puis j'explique, voilà, il y a un pay-per-view. Et les gens me disent, ouah, je suis pas chaud de payer autant pour un combat. C'est ça le truc. C'est que les gens, les potes à Dono, ils sont intéressés par le combat de Dono. Si tu demandes un pay-per-view même à 10 balles, 10 balles pour regarder un seul combat au travers d'un écran, à moins d'être famille ou ultra pote, voilà, là, le frère de ma femme, il s'entraîne à XTC, donc il s'entraîne là où Brian donne cours, il s'entraîne là où Donovan s'entraîne quand il est en Belgique, ce qui n'est pas ultra régulier. Donc c'est quelqu'un qui l'a vu 5-6 fois. Bah, il va pas payer 10 euros juste pour ce combat. Parce qu'il combat, il connaît aucun autre combattant sur la carte. Et ici, c'est le même principe. La saison régulière du PFL, ouais, tu vas pas, en- le fan classique et même un fan un peu plus assidu, il va pas connaître d'autres personnes que Cédric Doumbé sur la carte. Ça, c'est la réalité. Donc, il va pas être prêt de payer, peu importe à combien est le pay-per-view du PFL, juste pour voir Cédric Doumbé et voir des combats tant qu'il ne connaît pas. Peut-être la finale. Là, la finale, Oui, la finale, je suis voilà. d'accord. Mais Honnêtement, le quand seul tu, quand truc, c'est tu parce que tu as vois, le 25 millions, oui. oh, vas-y, vas-y. T'as l'enjeu. Pardon, désolé. Donc, je disais, la finale, oui. Le seul souci que j'ai eu, par exemple, c'est que, voilà, on a un podcast sur le MMA. C'est quand même qu'on aime ça. Et du coup, le fait qu'il monte sa vidéo, et je me demande, en disant le PFL, ça va être difficile, et il monte des gens, mais je me demande quel est le pourcentage de personnes qui savent te dire tous les noms des personnes qu'il a montrées. Ah, non, non. Enfin, tu vois. Bah, tu vois, aujourd'hui, enfin voilà, au PFL, bon, il y a Rory McDonald qui a tenté sa chance la saison passée. Il a perdu en demi-finale, donc ça en dit long sur le niveau aussi, hein. Olivier Aubin-Mercier qui a gagné, Brennan Lofnan que j'aime beaucoup qui a gagné, qui a maintenant battu Marlon Moraes qui avait signé au PFL après sa carrière à l'UFC. Shane Burgos qui a été battu par Olivier Aubin-Mercier. Thiago Santos. Voilà, il y a quelques anciens de l'UFC, il y a quelques Mais noms. d'accord, mais Euh, Vas-y. bah, Santos, c'était, oh non, Shane Burgos, pardon. C'était la signature. D'ailleurs, il était très bien payé, Shane Burgos là. Et, et au final, est-ce qu'il a vraiment ramené des gens pour le voir et c'est une des grosses signatures du PFL, quoi. Non, Donc, non, le PFL est en train de grossir, certes, d'ailleurs de manière conséquente. Comme je dis, il y a pas mal d'anciens de l'UFC, mais t'as pas d'anciens champions de l'UFC. Tu vois, Robert Whiteford. Attends, c'est ça, hein, non, celui qui a accueilli Israël Adesanya à l'UFC. Euh, Bref, Robert, c'est Whiteford. Je sais même plus. Il a gagné le tournoi middleweight. T'as beaucoup d'anciens de l'UFC qui gagnent le tournoi, mais c'est des anciens qui sont juste à l'entrée du top 15. Tu vois, Olivier Aubin-Mercier, je le kiffe de dingue, ce mec. Il a d'ailleurs eu une carrière très difficile à l'UFC. Je pense qu'il s'est fait tège après avoir notamment perdu contre Islam Makhachev. Enfin, tu vois, c'était du solide. Mais voilà, gagner le tournoi PFL, pour moi, ça signifie que tu es entre le top 10, top 15 du UFC, de ta division. ouais. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que je trouve que, d'un point de vue plan de carrière, c'est intéressant pour Cédric, parce que s'il gagne le tournoi, il se prépare au top 15 de l'UFC. Et en,
une année, 4 combats, c'est intéressant. Mais voilà, pour revenir sur la réponse à notre question, non, le combattant ne doit rien aux fans. Mais quand tu as une communication de ce style, nous, en tant que fans, on a le droit d'émettre ce genre d'opinion qu'on a émis dans ce podcast. Je pense que c'est justifié. Ouais. Bah, surtout, c'est ce que tu disais aussi, le fait qu'il y a des personnes qui peuvent penser, ok, voilà, c'est parce que vous aimez pas Doumbé, et c'est pas du tout le cas. C'est ce que Chris essaye de faire avec ce podcast, c'est d'être le plus objectif possible et donner des informations, bah, ce en quoi on croit vraiment. Si on va dans un sens, on va être critiqué par l'autre extrême et vice-versa. Donc, c'est essayer de mettre l'église au milieu du visage. Et donc, et donc, du coup, c'est de se dire, ben voilà, on va soutenir, on espère vraiment que Doumbé aille le plus loin possible, et que ça se passe bien pour lui, car si ça se passe bien, probablement qu'il y aura de l'UFC après. Donc voilà, on va le soutenir, mais par contre, l'histoire de vous allez choisir l'aimer ouais, c'était pas élégant, quoi. Voilà, on va Non, dire comme ça. voilà, c'est la vidéo que j'ai retirée, c'était ça. Mhm. J'avais annoncé Cédric Doumbé nous prendre pour des idiots. Et aujourd'hui, Il nous a c'est pris vrai. pour des idiots. J'ai supprimé ma vidéo sous la pression. Non, c'est pas sous la pression. J'ai expliqué dans le podcast précédent, c'est parce que j'étais pas content de la manière dont j'avais exprimé mon ressenti. Mais au Ouais. final, le titre était correct. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Bah, pour Doumbé, oui, maintenant c'est pour Ok. Belal. Ouais. Alors, Euh, je vais juste peut-être clôturer parce que j'ai toujours peur de ça. On supporte Cédric Doumbé dans sa carrière, malgré ce qu'il a fait. On supporte l'athlète. La personne, c'est un autre débat, mais l'athlète, on va évidemment continuer à le supporter. Son choix de carrière est bon, est intelligent, euh, mais c'est pas pour autant qu'on sera un grand fan de la personne. mhm. Voilà. C'est ça la conclusion? Ouais. C'est bien résumé, c'est bien résumé. En tout cas pour cette partie-là, parce que encore une fois, moi, le connaissant à titre personnel, les échanges ont toujours été très positifs. Mhm. Ici, je pense qu'il a ses objectifs financiers, il a ses objectifs de followers pour assurer aussi son après-carrière. Et le côté éthique est pas spécialement au rendez-vous, chose pour laquelle nous, on est plutôt fan quand l'éthique est au rendez-vous. On va le positionner comme ça. Ouais. Mais je suis très curieux, juste pour terminer là-dessus, je suis super curieux de voir quel va être l'impact d'un point de vue image. Juste oublions la partie sportive cette fois-ci, mais Mhm. c'est trop intéressant de voir ce choix et avoir fait tout ça parce que, enfin, j'ai l'impression que le hype train, c'était un TGV qui s'est transformé un peu en charrette, quoi. Enfin, Alors, euh, j'ai j'ai une petite réponse là-dessus qui est très simple, c'est que ce genre de choses, c'est éphémère. Tu as eu beaucoup de combattants ou de membres médias qui ont dérapé à un moment, qui ont fait quelque chose de pas classe. Ça s'oublie vite. Ça Ouais, c'est s'oublie vrai. très très vite. J'ai pas envie de citer de nom pour pas que les gens se souviennent de certaines choses, mais je me souviens de quelques explosions sur Twitter et 3 jours plus tard, tout est oublié et au prochain combat, les gens sont toujours en mode je supporte la personne. Donc ce genre de truc est relativement éphémère. Là, je pense que voilà, il y aura peut-être quelques communications négatives sur sa manière de faire. J'ai déjà regardé sur Twitter, il y a pas mal de gens qui restent dans le train pour utiliser l'expression et qui continuent à le soutenir, qui remettent pas en cause sa façon de faire. Il y a des personnes qui descendent du train à point barre, il y a des personnes qui sont un peu comme nous, un peu mitigées, un peu nuancées sur ok, très bon choix de carrière, mais la manière, nous, on n'est pas fan. Ouais. Mais moi, en fait, c'est pas juste Doumbé, parce que là, ça dépend pas que de lui, c'est aussi le PFL. Je me demande, c'est, admettons, il arrive à avoir des résultats, peut-être que j'en sais rien, il perd je sais pas si on est en demi-finale au PFL ou je sais pas comment ça se passe, mais admettons qu'il perd de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe après? Vraiment, ça m'intrigue. Que ça se passe très bien ou très mal pour lui, j'ai juste envie de voir parce que le problème, c'est que tu peux plus dire, voilà, Ousmane, je te descends et Ah, ça Khamzat, c'est je te clair. prends. Et tu peux plus le dire, tu peux plus. Non. Donc ça va être un peu compliqué, quoi. Donc je suis trop Ouais, curieux de voir ça là-dessus. Je suis pas tellement sur le fait d'avoir une communication comme ça parce que pour donner un nom, moi, ben, un exemple, Logan Paul, qui avait eu ce problème avec ce qu'il avait fait au Japon, etc., avec la forêt, tout le monde entier en avait parlé, tout le monde l'avait descendu.
Mais après, il avait fait de la boxe, il a fait plein de trucs Prime, maintenant tout le monde achète et ils sont partenaires de Mhm. l'UFC. Donc, du coup, voilà, ça s'oublie. Mais moi, c'est juste, est-ce qu'être dans une fédération comme celle-là, est-ce que ça va avoir un impact sur Doumbé lui-même? C'est ça qui m'intéresse. Bah, comme on en avait parlé la fois passée en fait. Tu te rappelles, j'avais dit que tu peux pas avoir une communication. Enfin, tu vois, ton branding c'est je suis le meilleur et sa devise c'est je suis le Et que la meilleur, meilleure gagne. donc que le meilleur gagne. Euh, Tant que t'as pas la ceinture UFC, t'es pas le meilleur en MMA. Donc si tu gagnes pas, même tu gagnes le tournoi PFL, tu peux dire je suis le meilleur du PFL, mais tu peux pas dire je suis le meilleur welterweight. Et tu perds au PFL, bah ça colle plus. Après, encore une fois, aucune honte, évidemment, à ne pas atteindre la ceinture UFC. Elle est ultra prisée, c'est ultra compliqué d'y arriver, mais il y a peut-être un rebranding à faire derrière. Après, je pense sincèrement que Cédric est convaincu lui-même qu'il est capable d'y arriver, et pour moi, il prend la bonne route pour y arriver. On verra. Voilà. On verra s'il y arrive, on verra si, comme tu dis, il perd en demi-finale. Quelle sera sa réaction? Comme j'en avais parlé, McGregor, quand il perd, il a une réaction tellement classe que on en oublie toutes les interviews qu'il a fait par le passé. Et je pense que Cédric doit se préparer à ça. Et il doit pas se préparer à la défaite, mais s'il perd, il doit prendre la voie McGregor dans la communication d'après-défaite. Parlons maintenant de Belal Mohamed. Ouais. Alors, ça va être beaucoup plus rapide. Ce qui s'est passé, c'est que un des commentaires dans la vidéo que j'ai faite avec Brian, où Brian et moi on souligne la performance de Belal, quelqu'un a dit que les fans payent leur place, payent leur ticket, payent le pay-per-view, et du coup le combattant est, bon, je paraphrase comme on dit, est obligé ou se doit de être divertissant. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. D'ailleurs, j'avais parlé avec Brian, je sais plus, il y a 2, 3 ans, où il disait que les personnes qui l'énervaient le plus sont les personnes qui prennent leur ticket pour aller voir son combat et qui lui disent, mec, t'as intérêt à gagner parce que je viens te voir. C'est un manque de Ouais. considération et un manque de respect énorme pour un athlète qui sacrifie énormément, qui s'entraîne comme un dingue pour être au meilleur de sa forme et pour performer. Et genre, toi qui as juste acheté ton ticket et qui viens juste investir 3 heures de ton temps pour voir son combat, c'est pour toi que tu dois gagner. Enfin, tu vois, c'est un manque de considération. Et donc ici, ce que je veux bien, enfin, avant de commencer, cette personne qui a commenté considérait que le combat de Belal était chiant. Alors ça, c'est une guerre d'opinion. Moi, personnellement, je l'ai pas trouvé chiant. J'ai sorti les statistiques d'ailleurs de ce combat. On voit un Belal qui a frappé 132 fois ou 123 fois Burns sur 5 rounds. C'est plutôt actif comme performance. Burns a envoyé limite 2 fois moins de coups que Belal. Alors oui, il y a la blessure à la main. Mais pourquoi est-ce qu'on reproche à Belal? Moi, j'ai l'impression que c'est parce que les gens se disent Belal est chiant et du coup quand ils regardent son combat c'est ah ça va encore aller à la décision, si ça va à la décision c'est que c'est chiant, tu vois. Mais le débat n'est pas spécialement là. Le débat, c'est plus d'ordre général, mais on a pris Belal comme exemple. Est-ce qu'un combattant doit être divertissant pour plaire au public? Est-ce que c'est une obligation? Attends, parce que si ta question c'est pour plaire au public, alors oui, pour plaire au public, il doit être divertissant. Mais est-ce qu'il leur doit ça? C'est là C'est où plutôt ça. c'est C'est différent. celle-là la question. Est-ce qu'il leur doit ça? Ouais. En fait, Alors, euh, ouais, vas-y, je préfère te laisser parler. Moi, j'ai déjà mon opinion toute faite. ok, bah moi, ce qui était intéressant là-dedans, j'ai jamais vu un UFC qui a autant divisé, je trouve. En tout cas, chez les médias. D'habitude, chez les fans, c'est possible, tu as quelqu'un que tu préfères, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont absolument adoré, c'est-à-dire qui se disaient waouh, c'est ultra technique, c'est bien, il a suivi le game plan. Donc, par exemple, ce que vous avez fait. Et j'ai vu d'autres médias qui ont détesté, qui disaient vraiment c'est n'importe quoi, il faudrait lui enlever le title shot, etc. Et en Alors, je fait, sais pas quel média a dit ça parce que, comme tu le sais peut-être, je consomme aucun contenu en français, je consomme que du contenu ouais, en anglais. ouais, Mais il faut pas lui enlever le title shot à lui. Il faut leur enlever le droit de parler en tant que média à eux. ouais, c'est ça, ouais. Bah, Je du suis en train coup, de trash talk en d'autres fait, médias là, mais mais en fait, je crois que si on fait un résumé, moi ce que je vois, c'est une différence d'approche entre bah, justement ton média et quel est l'objectif avec ton média et quel est l'objectif avec leur média.
clairement, ton média, c'est beaucoup plus une analyse la plus pointue possible. C'est-à-dire d'aller vraiment chercher des détails. Ça se voit sur le fait que bah, tu fais des analyses de techniques de combat. Tu parles de choses qui sont vraiment beaucoup plus pointues de manière générale. Et l'autre média est beaucoup plus dans le divertissement. Je ne vais pas me nommer de médias ni quoi que ce soit. C'est la même chose ici dans les médias mexicains. Donc, ils parlaient de la même chose, mais en fait, ça dépend juste de l'approche que tu as. C'est-à-dire que moi, avant, si j'avais vu le combat de Belal, j'aurais trouvé ça très ennuyeux. Et Mhm. j'avoue, j'aurais pensé ça, je me serais dit, oh, c'est nul parce qu'en fait, tu as envie d'avoir des guerres. On est d'accord. Mais une fois que tu apprends et que tu comprends certaines choses, tu comprends tout ce qui se joue et ce qui se met en place. Mhm. Bêtement, tiens, est-ce qu'il va être en mode orthodoxe ou est-ce qu'il va te mettre, enfin, tu vois, genre, tu vas dire, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va mettre en place, parce qu'en face, tu as un champion du monde de Jiu-Jitsu, tu sais le risque que ça prend, etc. Et donc, quand tu as tout en tête, ça devient ultra passionnant et ça devient un jeu d'échecs. Et donc, c'est Ouais. pour ça que pour toi, pour moi, c'était pas du tout ennuyeux parce que j'ai adoré, moi, ce combat, parce que je me disais, même sur la partie psychologique de ce qui se passait pour Burns, je savais pas à ce moment-là que c'était l'épaule, je pense. Je crois pas que c'était la main, mais je crois que c'était l'épaule qui avait un souci. Et donc du coup, euh, moi je me disais, tiens, qu'est-ce que tu fais quand il y a quelque chose qui est compromis? Qu'est-ce que ton game plan? Comment est-ce que Mhm. tu as terminé? Et donc je me disais, qu'est-ce qu'il va faire dans le dernier round? Comment est-ce qu'il va construire? Et donc au final, ça devient vraiment de la stratégie et c'est pas juste de la bagarre de rue, quoi, au final. Mhm. Et donc, je pense que les personnes qui veulent voir ça, je peux comprendre complètement qu'en fait, ils se disent, moi, je suis venu, j'ai payé, j'ai envie de voir du sang, j'ai envie de voir des gens se battre. Et je peux le concevoir, mais par contre, Belal est pas dans cette démarche-là. Lui, il veut être champion du monde. Il veut Mhm. pas être dans je vais t'offrir du spectacle. Il veut être quelqu'un qui est respecté par ses pairs pour le respect d'un game plan parce que, objectivement parlant, il l'a super bien fait. La seule chose que je trouve qui est un peu dommage, c'est la seule chose, c'est un Burns qui est blessé. Tu vois qu'il sait même plus dans quel round il est. Ça se voit qu'il y a un problème. Accélère un peu. Juste Mhm. ça, fait plaisir un peu aux gens. Tu ne nous dois rien, mais ça aurait été cool. C'est juste ça qui est un peu frustrant, c'est de se dire, allez, tu sais que tu es si proche du title shot, tu as une opportunité de pouvoir démontrer, il y a moyen de mettre KO Burns, fais-le. Mais lui, il a juste pensé juste sur l'aspect sportif uniquement, en se disant, je veux être champion, je m'en fous du reste. Je m'en fous Ouais, de ce que vont dire les gens. Et donc, et ça se respecte s'il a envie d'être champion du monde, c'est son rêve bien depuis sûr. je sais pas combien de temps, c'est démontre-le. Donc, c'est très Et bien. Il nous doit rien. Il ne doit rien. Mais je peux comprendre, malgré que la forme, j'apprécie pas du tout le on paye pour toi, etc. Je peux comprendre que des fans se disent, OK, j'ai envie de voir un spectacle. Il faut aussi mhm. comprendre que c'est un sport. C'est pas juste des spectacles, c'est C'est les deux ça. choses. Voilà. C'est ça. En fait, le truc, c'est que moi aussi, j'ai commencé à regarder du MMA en commençant par regarder des highlights sur YouTube. Voilà. Et c'est ça qui m'a fait apprécier le sport. C'est en Mhm. voyant tous ces highlights sur YouTube, j'ai dit, ouais, ça a l'air sympa comme sport. Et donc, effectivement, la première fois que j'ai regardé un événement en entier, mais t'as un genre de petite déception parce que entre regarder 5 minutes de highlight où tu enchaînes 40 KO et Mhm. 12 combats avec peut-être 2 KO qui sont pas plus spectaculaires que ce que tu as vu en highlight, t'as un genre de petite déception parce que le côté spectacle, le côté étonnement et divertissement n'est pas au rendez-vous. Mais après, tu commences à te renseigner sur le sport, tu commences à te renseigner sur la vie des athlètes. Je sais plus si tu m'en avais parlé hors antenne ou en antenne, mais la différence entre être champion à l'UFC et ne pas être champion à l'UFC, je pense que tu avais pris l'exemple de En Brandon antenne. Moreno. Ouais, c'est ça, hein, Mhm. c'était en Ouais. antenne, hein. C'est énormissime. Donc, quelqu'un qui prend la voie de je vais être champion, il faut respecter ça. Surtout que, comme je le disais en réponse à ce commentaire, c'est battre Burns, qui est ultra dangereux, en soi, c'est déjà une performance. Donc, pour moi, l'athlète ne doit rien aux fans. Alors, je vais nuancer. On sait très bien qu'un combattant qui va enchaîner des beaux KO, il va monter plus vite dans sa carrière. Et c'est ça qui est de bien, c'est que le système mis en place par l'UFC est fait pour essayer d'assurer le spectacle, parce que tu as genre des boosts dans ta carrière si tu le fais. Il y a des bonus.
Il y a des bonus de la performance, il y a des bonus sur des finishes, des fight of the night, etc., etc. Donc, il y a des carottes au bout du bâton pour pousser certains athlètes à performer, ce qui assure que sur un événement de 12 combats, bah, tu auras des combats très divertissants et puis des mecs qui seront plus là pour gagner à tout prix. Et puis, il y a le côté humain. Euh, je sais pas si tu es la bonne personne pour discuter avec ça parce que ce serait bien qu'il y ait un contraste entre toi et moi. Ma femme est juste à côté, donc elle va pouvoir confirmer, mais vous la voyez pas à l'écran. Je suis quelqu'un de ultra anxieux par rapport à l'argent. Donc, je suis quelqu'un de extrêmement prudent dans ma gestion financière. Donc, là, j'ai lancé une entreprise. Je suis quelqu'un qui, bah, investit pas sans être sûr qu'il y a un genre de retour sur investissement, ce qui signifie que, ben, mon développement est beaucoup plus lent que quelqu'un qui va peut-être être sûr de lui, dire ok, je mets ça sur la table, je vais faire une levée de fonds. Si je suis en faillite, c'est pas grave. Si j'ai des dettes, c'est pas grave. Ben, une chance sur deux, le gars va aller 4 fois plus vite que moi. Une chance sur deux, le mec va, enfin, je dis une chance sur deux, bon, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en considération, mais il y a des chances qu'il aille beaucoup plus vite que moi, il y a des chances qu'il se retrouve à la rue. Et pour un combattant, je pense que c'est pareil. C'est une question de gestion du risque dans le combat. Je pense que Belal, il est sur le même curseur que moi avec les thunes. C'est ultra prudent, je prends pas de risque dans le combat, j'ai un chemin vers la victoire, je le prends, et c'est respectable parce que c'est sa façon d'être. Et puis, tu as des mecs qui sont peut-être un peu plus ah, j'ai envoyé un genou sauter maintenant, je vais. Max Holloway, tu vois, il est en train de gagner un combat contre Ricardo Lamas. Il reste 10 secondes et il vient échanger. Il aurait pu se prendre un KO à ce moment-là. Et sa carrière aurait été. Donc, on a deux spectres. On a le Max Holloway qui va prendre des risques même quand il gagne en combat jusqu'à la dernière seconde. C'est ça le meilleur exemple. Corinne Zombie contre Yair Rodriguez. Corinne Zombie est en train de gagner. Il va à la guerre. Il prend ce up elbow et ça change la suite de sa carrière. Donc voilà, il y a plusieurs curseurs et c'est humain. C'est ça qui fait aussi la diversité dans le MMA. Et ouais, je vois pas comment on ne peut pas respecter ça. Euh, Surtout quand tu arrives au haut niveau, tu peux pas avoir une performance chiante à tous les niveaux. C'est surtout ça. Bellal a été chiant sur le côté violence. Les, Comme j'ai déjà dit, il y a trois catégories de fans. Tu es fan d'histoire, ou drama, tu es fan de violence, tu es fan de technique et de stratégie. Et certains sont 80% dans l'appréciation de la stratégie, 10% dans l'appréciation du drama et 10% dans l'appréciation de la violence. Certains sont 70% PFL. Qu'est-ce que je raconte moi je confonds les deux podcasts. Non mais voilà, chacun nos curseurs. Et bah, effectivement, si tu es juste fan de violence et d'histoire et pas du tout fan de technique et stratégie, ben là, les chiants pour toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas pour autant qu'il te doit d'être plus divertissant juste parce que tu as payé son combat. Tu as payé pour 11 Ouais. combats aux autres combats. Et ça, c'est peut-être le dernier truc que j'ai à dire. Effectivement, si tous les combattants proposent des combats qui sont ennuyeux à regarder, bah c'est mauvais pour le sport. Ça, c'est vrai. Ça, je vais pas te démentir. Ça, c'est vrai. Mais là, du coup, l'UFC, enfin, si nous on le sait, l'UFC aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ils doivent garder, ils sont obligés de garder une certaine crédibilité. Mhm. Obligés. Parce que sinon, bah, les bons sportifs vont dire, bon, bah, moi, j'ai envie d'être champion du monde juste sur la partie sportive. Ils s'en foutent en soi du reste. Et il y a des gens qui ont une discipline, une rigueur. Par exemple, on en parlait en dehors du podcast, qui s'en foutent de la communication du drama. C'est Mansour Barnaoui. C'est un gars, voilà, il fait son taf, il fait son truc et il s'en fout du reste. Donc, du coup, ils sont obligés d'avoir des personnes euh, qui veulent être champions du monde, mais ils sont obligés aussi d'avoir des personnes qui viennent faire, enfin, entertainer. Et c'est pour Ouais. ça qu'ils créent BMF, on en avait parlé la dernière fois, cette ceinture qui permet de récompenser certaines personnes qui viennent et qui offrent du spectacle. Parce que il y a cette dualité. Moi, je mettrais le drama un peu au-dessus de tout, parce que bon, il y a du drama dans du football et tout. Enfin, Ouais, il y en bien a un sûr. peu partout, mais là, c'est pour moi, il y a vraiment ce sport, c'est vraiment la division entre deux choses. C'est la partie entertainment, donc divertissement, et la partie sportive. Et ce qui le rend tellement intéressant, c'est justement ce mix des deux. On veut un peu des deux. Et donc, du coup, à ceux qui trouvaient que le combat euh, de Belal était chiant, ce qui est génial, c'est que au plus on creuse et au plus on apprend, au moins on le trouve chiant.
Donc moi, c'est Mhm. grâce justement avec des podcasts que j'ai appris énormément, des podcasts, la sueur, des analyses, et en fait tellement de choses que je comprenais pas et que j'avais pas vu. Par exemple, quand tu sais qu'une personne est en train de set up quelque chose, mais alors tu es en train d'attendre pour voir ce qui va se passer, et alors tu plus du tout en train de dire, bon, quand est-ce qu'il balance un bras arrière, et puis c'est tout. Donc du coup, c'est tellement chouette de se dire, tiens, voilà, on sait qu'il a sa jambe qui est compromise, que on sait qu'il a tel cardio et qu'il a tel moment. Enfin, quand tu prends tous les éléments ensemble, c'est pas du tout chiant, c'est incroyable, c'est passionnant. Enfin, moi, du coup, je le vois d'une autre manière, quoi. Ouais, en fait, la réalité, c'est que des combats réellement chiants à tous les niveaux, c'est extrêmement rare. On va pas se mentir, Adesanya contre Romero, c'était relou. Ngannou contre Lewis, c'était relou. Mais ça, c'est du manque d'activité. Pour moi, c'est surtout ça. C'est vrai. C'est le, le, le manque d'activité, le contentisme de rien du tout. En fait, c'est Mhm. ennuyeux. Le fait, et alors, pour moi, c'est ça. La responsabilité d'un athlète, c'est de venir bien préparé. Quelqu'un sur qui on peut râler, c'est TJ Dillashaw d'avoir combattu contre Aljamain Sterling en sachant qu'il était blessé et qu'il allait probablement pop son épaule pendant le combat. Parce que là, lui était conscient qu'il y avait une haute probabilité que son combat soit en fait nul à regarder parce qu'il était blessé et il n'a pas tenu sa responsabilité de combattant de venir bien préparé. Parce que pour moi, bien préparé, ça inclut en bonne santé, fit to fight. Et donc là-dessus, on pourrait râler. Mais sur un combattant comme Belal qui est venu ultra bien préparé, qui est ultra compétent et qui a appliqué son game plan pour gagner contre quelqu'un de ultra dangereux, il n'y a pas de critique en tant que fan à faire. C'est Moi, je nuance un tout ouais. petit peu tes propos par rapport à ça. C'est que même si il regarde sa carrière, de la manière, enfin, s'il regarde pour l'argent, on sait que tu vas avoir plus d'argent si tu es plus spectaculaire. Ouais. C'est juste un fait. S'il Mhm. regarde pour enfin, le fait d'arriver, d'être champion, justement, juste la partie sportive, je veux être champion et c'est ma legacy, etc. Ben, c'était assez sûr et je crois qu'il y avait moyen de faire un petit peu plus parce qu'il avait déjà assuré. C'est pas que, enfin, on le voyait. Il y a des moments où Dorigno, on le reconnaissait pas du tout, quoi. Bien Donc sûr. moi, je trouve juste que le risque, s'il y a bien un moment où il pouvait prendre un petit peu de risque par Mhm. rapport au reward, c'était vraiment de dire, il claquait un KO à Dorigno, c'était OK, j'ai fait un statement, j'ai fait quelque chose, etc. Et Ouais. donc, pour moi, juste à la fin, je comprends sa stratégie, mais je dis juste, c'est dommage qu'il n'a pas essayé un petit peu plus à la fin. Je sais qu'il a assuré, mais tu aurais pu faire un petit peu plus à la fin, et voilà, c'est tout. Il est comme moi, il veut pas être endetté, il veut pas faire une faillite avec sa société, tu vois, il se dit, ouais, je pourrais, j'ai toutes les compétences pour, mais imagine, je prends ce demi-risque et je me fais éteindre. Ah non, je prends pas ce risque, je vais continuer à switcher, à mettre mes middle, à mettre mes jabs et, voilà, ça fait partie de sa personnalité, mais voilà, en retour, bah, il n'a pas de bonus. J'imagine que quand il doit négocier un contrat avec l'UFC, bah, l'UFC est là, mec, tu nous rapportes pas beaucoup de vues, parce que c'est ça aussi. Ben là, il va pas être sur beaucoup de main events, et quand il est sur un main event, c'est grâce à son adversaire, c'est pas grâce à lui. En conséquence aussi, il fera peut-être pas des main events de pay-per-view, il va peut-être pas prendre un gros pourcentage des pay-per-view, il va pas en vendre beaucoup, donc il va avoir moins d'argent que d'autres, mais son objectif c'est pas là. Ouais. Ok. Ben voilà, T'as que- du coup, bah, je me demande vraiment qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de l'UFC quand il y aura Edwards. Bon, je sais pas si c'est Edwards, mais le gagnant de Covington contre Edwards. Contre Belal, t'imagines si c'est Covington, mais je crois que l'UFC doit prier tous les saints pour que ce soit Covington qui passe. L'UFC Mais prie pour que vraiment, c'est Covington parce que Covington vend. Donc Covington contre Belal, ça va vendre plus que contre Lyon. mhm. Mais je crois que ce sera un co-main event dans Non tous mais les cas. t'imagines si Belal est champion, je crois que l'UFC il pète un câble. Vraiment. McGregor, on s'en fout Mais des rankings, mec. ça suffit. Tu viens de perdre contre Chandler. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, vas-y. T'as pas fait le poids, c'est pas grave, vas-y. Ouais, vraiment, vraiment. Mais bon, le pire c'est Mais que c'est ça la McGregor gagnerait réalité. pas, mais c'est comme ça. C'est ça la réalité. C'est que ça le met dans une mauvaise position de négociation. L'UFC ne veut pas le voir arriver à la ceinture.
Et d'ailleurs, ça justifie aussi. C'est pour ça qu'il a dû enchaîner autant de victoires pour arriver à ce titre. Il y a certains combattants, bah, en cas de victoire, bah, Covington, tu vois très bien. Il est au titre. Donc c'est juste ça, c'est que ton choix de carrière, ton choix, ta façon de combattre, ta façon de mettre ton curseur par rapport aux risques et aux rewards, bah, ça va faire que ton ascension sera plus longue ou plus rapide. Et les conséquences, c'est lui qui les paye. C'est pas toi qui as payé en tant que fan en disant ah ce combat-là je l'ai pas aimé. Bah écoute, t'as eu Sterling et Cerudo juste après. La sous-carte elle était oufissime. Donc voilà, et en plus, c'est peut-être aussi une question d'attente. Tu t'attendais à quelque chose que tu n'as pas eu. Mais bref, je pense qu'on a fait le tour du débat. Ouais, On comptait aborder le sujet de l'UFC 292, mais je crois que là, ouais, on n'a pas on n'a pas le temps. on n'a pas le temps. Mais Euh, impatient de faire, impatient de le faire parce qu'il a l'air incroyable. Enfin, la carte a l'air dingue. Ouais, ouais. Donc juste pour que les gens, bah, les gens seront au courant d'ici le moment où le podcast sort, mais voilà, Jiri Prochazka revient pour la ceinture contre Jamal Hill. C'est pas confirmé, mais c'est ce que l'UFC apparemment cible. On aurait aussi Sterling contre O'Malley. Et j'ai bien mis au conditionnel, hein. Je commence à essayer de me renseigner sur comment être un bon journaliste, parce que je me considère Mhm. pas comme un journaliste, mais voilà, tu rapportes les news telles qu'elles sont. Ici, rien n'est confirmé, c'est des rumeurs, c'est ce que l'UFC semble cibler. Et apparemment, alors là, je ne sais pas si c'est l'UFC qui cible ou si c'est Cerudo qui pousse pour, mais l'idée serait aussi d'avoir Cerudo contre Merab Dvalishvili. Dvalishvili sur la même carte. Et si Dvalishvili. ces trois combats se confirment, l'UFC 292 qui sera à Boston, là c'est sera et pas serait, c'est incroyable. Ouais. Ce Et ben serait voilà, incroyable. c'est une bonne manière de terminer tout ça. Merci John pour ton temps et ta bonne humeur comme d'habitude. Merci à toi, merci pour l'invitation.